Salut à tous, c'est Amine de retour pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Aujourd'hui marque le grand retour de nos post-mortem individuels, même s'il y a eu un gros post-mortem déjà passé récemment avec les éliminés du play-in. Donc je vous rappelle le concept après chaque élimination en play-off, on revient sur le parcours des éliminés et surtout on essaie de faire un état des lieux complet pour l'avenir. Donc pour commencer aujourd'hui, on va parler du premier éliminé de ces playoffs tout simplement, les Phoenix Suns. Et pour nous éclairer sur la grande déception du FC Soleil, aujourd'hui avec moi, ce sera Tom. Comment ça va Tom? Dossier complexe les Suns aujourd'hui, hein. C'est ça, bah écoute, ça va très bien, Amine. Hein. Moins d'attachement émotionnel pour moi pour ces post-mortem vu que Memphis ne fait pas les playoffs, mais c'est vrai que voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter basket et en plus discuter basket avec toi, quoi. Donc c'est cool. Ah, tu me fais un grand honneur, moi aussi c'est un plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré ensemble, donc Effectivement. ça fait plaisir, ouais. C'est le retour de la grande équipe du CBA pour parler des Suns, c'est plutôt pas mal. Tu vois, on revient sur le côté CBA, surtout qu'on va devoir en parler avec les Suns. C'est clair, c'est clair. Mm. Donc avant de commencer aujourd'hui, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre et vous abonner sur les plateformes de podcast, donc Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Sur YouTube et sur Twitter pour ne rien manquer à nos podcasts. Et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc je le rappelle, les Suns sweepés au premier tour, 4-0 par les Wolves après une saison très poussive, une équipe que pas mal d'entre nous, je dirais même, parce que j'en faisais partie, voyez pourquoi pas inverser la tendance et battre ces Wolves dans ce premier tour. Euh, Tom, pour commencer, est-ce que tu peux nous faire un bilan de cette courte série de playoffs et surtout par rapport aux attentes, quoi? Bah du coup, je pense que par rapport aux attentes, on est resté un peu amoureux de la théorie de cette équipe des Suns et surtout des résultats récents, puisque sur les 2 dernières semaines de compétition, ils s'affrontent, je crois, 2 ou 3 fois, et les Suns arrivent à tirer le meilleur de ces Wolves. Et du coup, bah il y a eu plusieurs choses du coup dans cette série de playoffs qui se sont passées malgré le fait qu'elle soit courte. On a vu une équipe de Phoenix qui a été en difficulté en défense. Défensivement, c'est une équipe qui a été bougée physiquement, qui n'arrivait pas à... La plupart des joueurs n'arrivaient pas à rester en face de leurs joueurs, qui concédaient assez rapidement des décalages, qui donnaient lieu du coup à des tirs au cercle et aussi à des tirs dans les coins, notamment parce qu'ils avaient une incapacité déjà à défendre le pick and roll à deux. À chaque fois, ils étaient obligés d'impliquer un troisième joueur et ça les mettait en rotation. Et tu avais une autre problématique, c'est la défense globalement sur Anthony Edwards. Ils étaient quasi incapables, ou du moins ils ont rarement pu l'empêcher de toucher la raquette. Et à partir du moment où Anthony Edwards arrive à toucher la raquette, surtout qu'il a été plutôt adroit, notamment dans le jeu intermédiaire, bah, du coup ça compliquait beaucoup la tâche de cette défense du coup, qui était beaucoup en rotation. Et étant beaucoup en rotation, ben, ils ont subi beaucoup de rebonds offensifs, puisque voilà, tu peux pas, vu que tes joueurs sont en rotation, personne n'est placé pour faire les box-out. Donc, ils ont subi un peu la taille de Rudy Gobert, la taille de Karl Anthony Towns, et aussi, tu vois, l'activité de gars comme Kyle Anderson, McDaniels, ou même Conley, hein, à certains moments, qui ont pu prendre des rebonds offensifs cruciaux. Et on va dire que ça leur a été fatal. C'est une équipe qui a tenté pas mal de choses aussi d'un point de vue offensif, mais qui s'est heurté à la défense des Wolves qui a bien mis à mal. On avait bien le contraste en fait sur la série entre une équipe qui entre guillemets était un peu lente et qui se faisait dominer sur le plan physique défensivement avec ses Suns, là où par exemple qu'on prenait la défense des Wolves, la défense des Wolves était beaucoup plus active, qui en gros le plan c'était un peu d'isoler Kevin Durant, puisque Kevin Durant, on en avait discuté lors du DH20, quand Kevin Durant te fait mal, il te fait mal tout seul. Il va te mettre ses jumpers, tout ça, mais en fait il y aura très peu de diffusion. Et donc ça a été globalement ça. L'attaque a été très en difficulté. On a eu Devin Booker qui a eu du mal à prendre du volume, même si bon il se rattrape un peu sur le dernier match, mais il a eu vraiment du mal à prendre du volume. Et en fait, ils ont subi la défense des Wolves parce que tout simplement ils n'arrivaient pas à se mettre dans des positions et si tu veux la pace, alors pas la pace au sens statistique, hein, mais la vitesse à laquelle ils arrivaient à se mettre en position de générer un tir était totalement compliqué. Ça a totalement enrayé l'attaque des Suns qui a dû se remettre à du shot making. Ouais, tu l'as dit, un peu comme ce qu'on avait dit un petit peu lors des previews. Le problème, c'est que cette équipe, elle manquait beaucoup de cohérence.
Ouais. Elle avait des gros défauts défensifs, mais aussi des gros défauts offensifs. C'est pas tout d'avoir du star power en attaque. Il faut aussi une certaine cohérence. Je pense aussi que Frank Vogel n'a pas été très bon sur cette série dans le sens où ça manquait d'ajustement clair. On voyait à un moment donné que ça allait droit dans le mur et il n'a pas assez tenté autre chose. Après, je ne lui jette pas totalement la pierre parce que justement, il y avait un roster qui était limité, on le sait, dans les profils qu'ils pouvaient mettre en place. Mais Mhm. effectivement, comme tu l'as dit, la défense était très compliquée. On pensait que c'était comme les Wolves étaient une attaque un peu poussive en saison régulière par rapport à leur qualité défensive. On pensait que les Suns, qui avaient des schémas intéressants en saison régulière en défense, pouvaient contenir un peu ces Wolves. Ça n'a pas été le cas parce que euh, pour plusieurs raisons, hein, parce que les playoffs c'est pas la même chose pour des Oui. joueurs comme Yusuf Nurkic, comme Kevin Durant qui était bien meilleur défensivement aussi en saison régulière parce que c'est plus Oui. simple parce qu'on a plus le temps et ça s'est beaucoup vu je trouve sur cette série. Je sais pas ce que t'en penses. Après, Kevin Durant, ils ont réussi à l'exploiter défensivement, puisque sur la série, alors, ça peut sembler être un blasphème ce que je vais dire, mais sur la série, on pourrait dire que Kevin Durant a été un peu un one-way player, en tout cas sur les matchs que j'ai pu voir, plus les extraits que j'ai pu La fin de regarder. série notamment. C'est ça, où en gros, Kevin Durant, alors, ils ont pu neutraliser le côté défensif de Kevin Durant en l'impliquant plus on-ball. On sait que la plus grande force de Kevin Durant, c'est sa capacité off-ball par rapport à sa longueur et à sa capacité à protéger, entre guillemets, le panier en tant que roamer. On l'a vu plutôt intéressant au début de la série là-dessus, notamment quand il était en roamer sur McDaniels. Mais après, au fur et à mesure de la série, ils ont commencé à plus l'impliquer on-ball où il se faisait littéralement attaquer en one-on-one du coup soit par Anthony Edwards, soit par Karl Anthony Towns, voire même Nasrid par séquence qui arrivait à le mettre en difficulté. Et en fait, la problématique qu'il y a, c'est que non seulement tu enlèves le meilleur défenseur loin du ballon, mais aussi tu le rends un peu bah, je vais pas dire inoffensif, mais tu le mets en difficulté parce que tu le prends sur une partie du jeu où il n'est pas bon, notamment par rapport à des joueurs soit plus dynamiques, soit plus puissants. Et c'est quelque chose qui, par rapport à Kevin Durant, c'est quelque chose où va falloir peut-être reconsidérer le niveau de Kevin Durant parce que là, il a été littéralement exploité un petit peu de ce côté du terrain. C'est un grand cheval de bataille de Ben, notre boss en ce moment, dans la discussion d'un clip 2. On parle beaucoup de Kevin Durant, donc je pense qu'on aura le temps d'y revenir, notamment dans les discussions DH20 un peu plus tard Mm. dans l'année. On va avancer sur la suite. On a fait un bilan un petit peu rapide. Il faut savoir qu'aussi en attaque, finalement, ça s'est vu les problèmes qu'on avait pu observer avant, c'est-à-dire que la qualité du shotmaking n'a pas, enfin, le manque de qualité de shotmaking a été un gros problème, surtout que Chris Finch s'est bien préparé et a fait ce qu'il fallait pour empêcher justement les shooters de prendre des shoots dans lesquels ils sont à l'aise et justement les a poussés à essayer d'aller au cercle, ce qui est une grande difficulté des Suns et le pourcentage des tirs à 3 points aussi, le pourcentage de tirs à 3 points pris est aussi assez famélique. Mhm. C'est beaucoup de choses comme ça beaucoup de défauts dans la construction du roster. Ouais. Je voulais te demander où on est la franchise dans ce projet justement qui semblait en début de saison parti pour être un véritable contender éliminé au premier tour. Où on en est maintenant avec les Suns? Ben écoute, c'est une équipe qui, en tout cas, ne matche pas la théorie de ce qui a été vendu. C'est-à-dire que, en gros, tu t'attends avec ces Suns-là à avoir une équipe globalement, vu le personnel, élite offensivement et un peu moyenne, et on va dire dans le bottom 20, globalement dans les 10 pires équipes de la ligue en défense. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une équipe qui a été moyenne des deux côtés. Donc, ils ont été moyens en défense, donc ça c'est plutôt bien. Mais par contre, ils ont été sur la saison régulière aussi moyens en attaque. Et en fait, c'est là où tu te dis que le shot making ne fait pas tout et qu'il y a ce manque d'implacabilité sur les choses rentables. Donc, tu vois, les Suns, il y a, on a beaucoup parlé de ce c'est vrai que ça faisait pas mal débat, peut-être même avant de rentrer dans les playoffs, et là ça a été aussi mis en valeur, enfin mis en exergue, le côté manque de porteurs de balles organisateurs, par exemple,
où voilà, les Phoenix étaient une mauvaise équipe globalement sur toute la saison, sur le quatrième quart-temps, et qui pouvaient avoir des difficultés aussi à bien garder le ballon parce qu'ils perdaient pas mal de ballons. Donc là encore, tu vois, sur cette série, ils ont perdu pas mal de balles. Et encore une fois, là où on peut revenir sur le côté shot making et capacité du coup à générer des tirs, tu vois, sur la série face à Minnesota. Là où Minnesota a été déjà très bon sur le fait d'enlever entre guillemets des tirs rentables, mais ils ont enlevé des tirs tout court parce que tu vois sur le premier tour de playoff, Phoenix c'est l'équipe qui prend le moins de tirs au global, notamment parce que bah, du coup ils n'ont pas de possession supplémentaire, mais aussi non seulement sur la bataille des possessions, ils ont pris moins de tirs que leur adversaire, ils ont pris le moins de tirs des playoffs, mais ils commençaient chaque match avec 9 points d'écart uniquement sur la ligne à 3 points. Donc, globalement, tu vois, c'est une théorie qui ne peut plus matcher. Alors, soit avec l'effectif comme il est fait actuellement. Alors, il y a des circonstances atténuantes, hein, puisque Grayson Allen, qui fait partie du coup de ce qui rend cette équipe, ce qui peut rendre cette équipe euh, on va dire létale offensivement, s'est blessé, je crois dans le match 2. Oui, dans le match 2, de mémoire, il se blesse à la cheville. Donc, à voir à voir après tu vois comment ils vont, donc là ils l'ont gardé. C'est vrai que avec le personnel qu'on a pu voir, la théorie de l'équipe ne matche pas ça, la réalité de l'équipe ne matche pas sa théorie, et peut-être qu'ils vont devoir faire un changement de coaching pour que ça colle de cette façon-là, ou sinon ils vont devoir changer drastiquement le roster, mais ils sont pas en capacité de le faire sans faire de gros sacrifices. Ouais, ça c'est quelque chose sur lequel on va probablement revenir plus tard. Oui, Hein, les difficultés pour améliorer l'équipe la saison prochaine. Tu as dit quelque chose de très intéressant. Effectivement, ça c'est quelque chose qui s'est beaucoup vu lors des playoffs. C'est il y a beaucoup de défauts en attaque. Je les ai évoqués un petit peu rapidement, oui, mais le manque de playmaker oui, principal, c'est-à-dire que Devin Booker n'est pas mauvais dans l'exercice. Bradley Beal n'est pas non plus catastrophique dans l'exercice, mais il manque vraiment ce mec qui prend l'équipe à son sur ses épaules pour générer justement une meilleure attaque. Le spacing n'était pas idéal. oui, Il y a un axe 1-5 aussi, c'est-à-dire que Nurkic, on a beaucoup dit de bien sur la saison régulière, a raison, puisqu'il a fait des choses très intéressantes, il a aidé oui, ses Phoenix Suns, mais sur ses playoffs, on voit toutes ses limites en vérité. On voit que c'est pas un bon joueur pour jouer du pick and roll, ce qui est quand même assez intéressant de se reposer sur du pick and roll en playoff. Et aussi défensivement hein, de toute manière. Donc l'axe 1-5 finalement est très important et puis les role players autour, c'est beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses du côté des Suns, ce qui n'est pas forcément rassurant sur l'état des lieux actuel. ouais, bah c'est sûr, hein. Et puis encore une fois, tu vois, Nurkic. Alors c'est vrai que on a vu, comme tu l'as dit, il y a la notion de spacing avec de manque de spacing, mais c'est vrai que c'est un pivot un peu de Mm. compromis, Nurkic, hein, un peu à la manière de voilà des Valanciunas, des Nikola Vucevic. Voilà, ce sont des joueurs qui peuvent leur apporter leur écho, mais qui ne sont malheureusement élites nulle part. Et du coup, quand tu dois jouer contre l'élite et tu dois affronter l'élite, tu, plus tu as des compromis, ben moins c'est difficile du coup de rester sur le terrain. Et je trouve que tu vois, Nurkic, il a disparu au fur et à mesure de la série. Mais je pense que c'est aussi parce que, notamment avec la perte d'Allen, ben, tu étais obligé de faire rentrer un joueur qui était moins une menace. Mm. Donc, tu étais obligé d'avoir un joueur qui était plus capable aussi de s'écarter par rapport à Nurkic. Tu vois, on a eu parfois, il nous a sorti un peu du ball de temps en temps, des choses comme ça. On a eu un petit peu plus de Drew Eubanks, qui est un petit peu plus mobile Mm. globalement. Donc, parce qu'il te fallait le fait d'avoir perdu ce dynamisme, ou du moins d'avoir dû changer la géométrie du terrain, parce que globalement, hein, quand tu vois Grayson Allen, les joueurs qui l'ont remplacé, peut-être en termes de minutes, on a eu un peu de Eric Gordon. Il a pas été, enfin, il prend les tirs, mais il n'est pas non plus, il n'est pas non plus. La défense ne réagit, c'est pas beaucoup à lui. Josh Okogie, on a eu Royce O'Neal. un peu de Royce O'Neal, même un peu de Nasir Little. À un Mm. moment donné, il nous a ressorti. Hein. Voilà, il a fait ce qu'il avait pu. Mais tu vois, c'est pas la même géométrie en fait du terrain. Et t'es obligé si tu veux rétablir un peu l'espace pour pouvoir continuer à jouer correctement offensivement et avoir du coup des espaces pour que tes joueurs offensifs puissent attaquer, bah t'es obligé du coup de changer de changer un peu le pivot pour rétablir entre guillemets la géométrie de ton terrain quoi. Ouais. C'est tout dit.
en fait, quand tu as cité un petit peu les noms qu'il a Oui, fait rentrer, c'est oui. là où on voit la difficulté qu'a eu Frank Vogel. Et ça m'offre une transition parfaite, puisqu'on va passer au gros point de ce post-mortem. C'est les 3 points à régler d'après toi. Et tu me les as donnés en amont. Donc le premier, justement, c'est le domino au coaching. Et je pense que forcément, ça va avoir lieu. Moi, je me pose juste la question, est-ce que j'ai du respect pour Frank Vogel, pour ce qu'il a essayé de faire, pour les difficultés qu'il a eues, mais est-ce que c'était pas une erreur de casting de vouloir justement ce coach plutôt aux fondamentaux défensifs pour une équipe qui sera forcément meilleure en attaque normalement si tu l'organises bien? Est-ce que c'était pas un problème? Et puis justement, parle-nous de ce domino au coaching que tu penses être un point à régler. Par rapport à Frank Vogel, hein, ce serait très étonnant du coup qu'il reste le coach des Suns. Pourtant, il a été signé l'an dernier pour 5 ans, 31 millions sur 5 ans quand même. C'est pas c'est pas rien pour remplacer du coup Monty Williams qui lui aussi a signé un pont d'or ailleurs. Donc écoutez, venez vous faire payer aux Suns. Non, mais c'est vrai que en fait, je pense que encore une fois sur la théorie, hein, ce sont 17 équipes. Normalement, vu les talents offensifs qu'il y a, elle devrait pouvoir marcher sans trop de problèmes offensivement, ou du moins les joueurs sont capables de se créer des choses ou de générer assez d'attaques pour qu'on ne puisse pas s'occuper de ça. Et la priorité, ce sera de mettre en place un système défensif. Et en gros, globalement, quand tu regardes, hein, l'équipe a surperformé entre En guillemets défense. offensivement par rapport aux attentes sur la saison régulière et un peu sous-performé par rapport aux attentes en attaque. Mais encore une fois, tu vois, par rapport à Frank Vogel, c'est vrai que la créativité offensive était pas trop là. Après, tu vas me dire il avait pas forcément de matos pour faire grand chose, mais peut-être plus de Kevin Durant en poste 5. Hmm. Mais encore une fois, hein, quand tu mets Kevin Durant en poste 5, il faut pouvoir trouver des joueurs à intégrer, hein, sachant qu'ils ont perdu Grayson Allen. Voilà, t'as pas beaucoup de joueurs à intercaler, sachant que tu dois pas être trop petit, vu que entre guillemets la force physique et l'activité en fait qu'ils ont subi de la part des Wolves. Déjà, tu vois, ils étaient dominés au rebond. Ils ont pris énormément de secondes chances, des rebonds offensifs et tout ça. Donc c'est vrai que si tu mets Kevin Durant en plus de minutes en pivot, bah faut intégrer un joueur qui est plus petit. T'as pas de joueur vraiment qui puisse t'avais pas assez de matos en fait pour pouvoir peut-être avoir ça sur une longue durée quoi. Donc encore une fois, il a fait comme il a pu, même si on peut regretter tu vois l'absence de small pick and roll ou tu vois des pick and roll entre Bradley Beal et Devin Booker, des choses comme ça. Mais encore une fois, faut donner du crédit. C'est pas une équipe qui s'est battue toute seule parce qu'il faut donner du crédit, tu vois, à cette défense des Wolves qui, sur le périmètre avec du Anthony Edwards, du Jaden McDaniels qui a fait vraiment une excellente série, aussi du Nickel Alexander Walker. Enfin, sur le périmètre, enfin, en fait, offensivement, c'est une équipe qui arrivait à faire très peu de différence. Et encore une fois, se devait se remettre au shot making et à la création individuelle, sachant que il y avait très peu de premiers décalages trouvés, quoi. Ouais, c'est tout ça en fait, c'est les difficultés qu'a rencontré finalement Frank Vogel. Tu penses du coup que effectivement, on voit mal comment il pourrait rester malgré Oui. l'énorme contrat à donner, surtout qu'on sait que Matisse Bia il s'en fout un petit peu justement de l'argent qu'il dépense. C'est pas vraiment le problème à proprement dit. Et tu penses qu'il y a vraiment des pistes pour améliorer cette équipe, toi, au terme de coaching justement? Ben, malheureusement pour eux, tu vois, le coach, ça va être peut-être le seul domino qu'ils vont pouvoir changer, Activé. puisque c'est ils, ils peuvent pas énormément changer les joueurs. En tout cas, les trois meilleurs joueurs de l'équipe, ça m'étonnerait qu'ils puissent en changer, mais après à voir, hein, mais C'est jamais, c'est jamais sauf avec Kevin Durant. cataclysme, je pense que les trois seront là au début de la saison prochaine. Ils n'ont pas de mécanisme financier à disposition pour signer des joueurs. Ils ont très peu d'assets globalement. Donc la seule chose qu'ils peuvent faire entre guillemets, c'est changer le coach qui semble aussi avoir perdu le vestiaire. On a du coup eu Hmm. un article de The Athletic qui est Ouais. sorti où les joueurs se moquaient un peu de Frank Vogel, du moins ne le prenaient plus au sérieux. Hmm. Donc c'est quelque chose qui était arrivé avec Monty Williams qui semblait avoir perdu le vestiaire, notamment avec euh, Ayton qui ensuite est parti. Là, on a Vogel qui perd le vestiaire après une saison. Donc ouais, il va commencer à avoir, va falloir faire attention à ces Suns et les Suns qui sont aussi en difficulté parce qu'ils ont perdu leur assistant Kevin Young qui est parti Ouais. du coup En lui du NCAA. côté de BYU NCAA. en NCAA. Donc
Écoute, on va avoir, je pense, les noms classiques qui vont revenir, potentiellement du Budenholzer, tu vois. Peut-être que, voilà, l'idée, ce serait de récupérer un coach qui arrive à faire matcher Organiser la l'attaque. théorie, voilà, qui arrive à faire matcher la théorie avec la pratique, c'est-à-dire avoir partir sur de l'outscoring et de l'attaque à foison. Il y a certaines personnes dans la fanbase des Suns qui ont reparlé un peu de Mike D'Antoni, à voir encore une J'ai fois, hein. l'impression qu'il est plus là, hein. C'est ça. Donc voilà, je pense qu'il va falloir partir sur un coach potentiellement offensif. Guillaume qu'on qu'on salue. Pardon, j'en perds mes mots. Guillaume qu'on salue qui a mentionné dans son podcast potentiellement James Borrego qui voilà qui a un profil d'assistant offensif assez intéressant. Donc va falloir voir. Mais c'est vrai qu'ils auront un pool de coachs assez intéressant. Mais après, je doute que ce je comment dire, je pense pas qu'ils vont pouvoir récupérer le meilleur coach sur le marché. Tu Vu penses? la pression, tu vois, si t'es Ouais, ouais, je vu comprends. la pression et ce qui s'est passé avec les deux coachs précédents, parce que mine de rien, si Frank Vogel part, ça fait 3 coachs en 3 ans pour un projet qui n'a pas 3 ans. Donc Ouais, le niveau de pression pour ce poste-là, avec un propriétaire qui semble ne pas être très patient, je pense que ça peut décourager en fait certains candidats. et pourtant, il va falloir trouver un bon coach pour régler un peu ton deuxième point à régler, c'est-à-dire l'identité de l'équipe, parce que ça va passer par le coach forcément, mais ça va passer peut-être aussi par les ajustements qu'ils pourront faire. Donc rappelons que les Suns ont beaucoup de mal à s'ajuster en termes d'effectifs, puisque étant dans la deuxième apron et avec les trois contrats de Booker, KD et Bradley Beal, à part à trader l'un de ces joueurs et ça sera compliqué, par exemple, de trader Bradley Beal parce que c'est le premier qu'on imagine un petit peu. On imaginerait plus, pourquoi pas tenter repartir sur un duo euh, Booker KD mieux entouré, mais Bradley Beal, ce sera très compliqué de le trader étant donné la valeur de son contrat qui est énorme, le Mm. fait qu'il ait une no trade clause qui est toujours dans son Oui, contrat oui. et peut-être aussi la difficulté à trouver des partenaires tout simplement, hein, parce qu'à un moment donné, son contrat vaut très cher et il y a eu beaucoup de blessures ces dernières années, donc c'est pas un joueur qui est extrêmement bankable pour un trade. Donc quoi qu'il arrive, ça sera très compliqué. Donc pour améliorer l'identité de l'équipe, comment ils vont devoir faire Ben, je pense que ça va partir du coach. Ils vont devoir retravailler un peu le côté offensif. Encore une fois, hein, les leaders de l'équipe ont une tendance à prendre beaucoup de tirs à mi-distance. Tu vois, on peut le voir, tu vois, encore une fois, sur cette série de playoffs. Si je vous dis que sur les playoffs, Kevin Durant a mis moins de 3 points que Najee Marshall et que Rui Hachimura, tu vois, ils ont besoin en fait de changer globalement la façon dont cette équipe va jouer d'essayer de changer les tendances de ces joueurs-là en, le, en, en essayant de créer on va dire, en essayant de créer un système qui va faire en sorte qu'ils soient plus à l'aise pour prendre des tirs inconfortables pour eux. C'est-à-dire que leur donner, on sait que voilà, c'est des joueurs qui auront tendance dans leur rythme à prendre du pull-up. Mais tu vois, par exemple, potentiellement, avoir un système avec des pick and roll très hauts pour qu'il soit, une fois qu'il passe le pick and roll, qui est un petit peu plus de passes au cercle. Et puis, il va falloir aussi trouver des types de joueurs différents. Par exemple, c'est une équipe qui n'a pas si on prend de spacing vertical. Tu vois, il y a pas de joueurs il y a pas de joueurs athlétiques au cercle. C'est qui manque globalement de verticalité pour aller trouver des positions au cercle, des tirs faciles près du panier. Donc voilà, je pense que c'est une équipe qui doit se redessiner, retrouver une attaque et partir sur de la full attaque, quoi. Devenir une équipe équilibrée sur un déséquilibre, quitte à prendre le risque de se faire torpiller en défense. Alors, on sait que c'est pas quelque chose qui va fonctionner peut-être en playoff, mais là, ce qu'ils ont essayé de faire ne fonctionne pas. Sachant que par rapport là c'est que le premier tour. C'est que le premier tour. Ça veut dire que potentiellement, s'ils étaient passés, ils auraient été confrontés à d'autres problèmes sur le second tour, avec potentiellement des joueurs qui sont dans le roster qui n'auraient peut-être pas pu jouer encore une fois. Donc c'est vrai que c'est une grosse déception pour eux, pour moi, de les voir. C'est une grosse déception pour eux de les voir sortir au premier tour. Mais si l'objectif de cette équipe-là, c'est de jouer entre guillemets
de jouer le titre, hein, littéralement, parce Mhm. que quand tu vois ce qui est dépensé d'un point de vue salarial, d'un point de vue asset, et quand tu vois aussi les noms, tu te dis, ben, c'est une équipe qui a pour ambition de jouer le titre et qui en est très 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 loin. En tout cas, dans la configuration actuelle. Ouais, c'est ça qui est compliqué, c'est que en fait ça n'a pas marché comme tu l'as dit de cette manière et ça n'a pas marché de manière c'est-à-dire assez brutale. On a vu Oui, vraiment que ça ne pourrait pas marcher. Du coup, on se dit, je suis assez d'accord avec toi, je pars du même principe que là ils sont presque obligés de partir sur quelque chose qui ressemble à de la full offense, c'est ça. mais ça veut pas dire que ça va marcher pour autant. On a l'impression que Oui. c'est la meilleure solution avec ce qu'ils ont déjà et ce qu'ils peuvent faire. Donc c'est pas forcément un avenir radieux qu'on annonce pour les Suns, mais on s'est déjà trompé et on se trompera encore, on verra bien la saison prochaine. Le dernier point que tu voulais régler, c'est la dépendance au contrat minimum. Est-ce que c'est vraiment réglable pour les Suns aujourd'hui de régler ce problème? Bah oui, parce que voilà, les Suns, ils sont dans une situation financière compliquée. Donc cette saison, tu vois, ils ont fini la saison avec 7 contrats minimum dans l'effectif. L'année prochaine, il doit déjà en avoir 3. On a Damian Lee qui a une player option. On a Drew Eubanks qui a aussi une player option. Drew Eubanks pour lequel ils ont perdu un second tour de draft pour tampering. Quelqu'un a fait envoyer Ça une fait demande mal. de tampering pour Drew Eubanks. Écoutez, Ça fait mal. ça fait mal, ils ont perdu un second tour de draft pour ça. Pour lui, entre guillemets, ils ont aussi au minimum Josh Okogie qui a eu quelques minutes et Eric Gordon qui a peut-être dû... Enfin, globalement, tu vois, les joueurs qui sont au minimum, qui sont restés, ben, ils sont pas si mauvais, Hmm. qui vont potentiellement rester, ils sont pas si mauvais que ça. Mais après, il va falloir prouver d'autres joueurs. Et après, on le sait, Phoenix, ils sont dans une situation salariale assez difficile. Hein. Ils ont déjà à peu près 209 millions à peu près dans le cap. Et ils sont, par exemple, selon Bobby Marks, ils sont à peu près à 16 millions au-dessus de la seconde apron. Donc, on va rappeler ce qu'est la seconde apron. C'est un montant qui est situé au-dessus, largement au-dessus de la luxury tax, où aujourd'hui, il y a des pénalités, en plus des pénalités financières, qui vous enlèvent de la flexibilité globalement dans votre façon de construire votre effectif. Alors, si on prend par exemple, de point de vue signature de contrat, donc ils ont droit uniquement à des contrats minimums. Et si on prend pour la notion de trade, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agrégation de contrats possible, c'est-à-dire qu'on peut pas cumuler 2 joueurs pour 2 joueurs, donc on peut transférer que un pour un globalement, enfin, ou un pour deux, mais il faut absolument qu'on envoie plus de salaire qu'on en reçoive. Donc encore une fois, ils peuvent pas encaisser plus de salaire lors d'un trade. Ils ne peuvent pas utiliser de trade exception pour récupérer les joueurs et ils ne peuvent pas non plus utiliser de cash dans les trades. Donc voilà, ils sont vraiment extrêmement limités dans leur capacité à devoir leur capacité de recrutement, sachant que ils pourront potentiellement perdre Royce O'Neal puisque ce même Bobby Marks a rappelé que re-signer Royce O'Neal au contrat auquel il est, c'est-à-dire à peu près 10 millions, ça coûterait en tout 55 millions juste pour le signer 10 millions, sachant que 10 millions, c'est à peu près le montant de la mid-level exception pour les équipes qui ne paient pas la taxe. Donc du coup, c'est quelque chose qui peut être... quelqu'un peut proposer à Royce O'Neal une mid-level exception. Donc voilà, donc il y aura potentiellement de la concurrence. Donc Phoenix aura peut-être besoin de le garder puisque ça a quand même été le 5e temps de jeu sur les playoffs. Oui, sachant qu'en plus, comment dire, tu l'as pas dit, mais c'était évident vu qu'ils ne peuvent proposer que des contrats minimums. Ils n'ont pas de mid-level non plus, même pas la Oui, taxpayer de mid-level. non, ils ont rien. Donc en gros, la seule manière, il y a deux manières de se renforcer, signer des contrats minimums ou trader contrat pour contrat. Donc ce Voilà. qui est aussi très compliqué. Donc c'est vraiment très difficile et du coup, ça va être difficile, ça va être intéressant à suivre, hein, de voir comment ils vont se sortir là-dessus. On va terminer justement avec les dossiers sous-cotés. Et l'un de ces dossiers sous-cotés que tu as voulu mettre en place concerne un peu celui qui va devoir gérer un petit peu toute cette mayonnaise, ou peut-être pas, parce qu'on ne sait jamais aussi, peut-être que ça va changer. C'est James Jones. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur James Jones? Oui, James Jones, en fait, qui va se retrouver dans une situation difficile. Alors, c'est lui qui avait monté un peu l'équipe qui allait loin en playoff il y a 2 ans, qui a dû chambouler un petit peu ses plans avec l'arrivée de Matisse Bia, notamment qui a voulu accélérer le projet, mais qui va devoir du coup
il va devoir faire un peu ce que les Warriors ont fait, tu vois, la saison dernière, où, tu vois, là, ils ont le pick 22 ou 23, je crois, à la draft, plus un pick 57. Ils vont devoir faire à peu près ce que les Warriors ont fait avec, par exemple, Podziemski et Tracy Jackson Davis, c'est-à-dire récupérer peut-être avec un premier tour un joueur polyvalent, doué, plutôt de grande taille, et peut-être trouver un pivot, peut-être rim runner, qui est quelque chose qui leur manque. Et on voit que, tu vois, James Jones, l'année dernière, il a quand même réussi à faire, par exemple, Toumani Camara, qui a donné de bonnes minutes à Portland. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a un historique où, alors oui, il a eu quelques manqués à la draft, mais il a aussi quelques réussites. Donc, du coup, on va devoir avoir son rôle d'initiateur, pas d'initiateur, d'évaluateur en fait avec cette équipe-là pour pouvoir récupérer des joueurs intéressants et du coup de pas se louper sur ces pics-là puisqu'il a très peu de munitions. Il a plutôt un œil justement quand on regarde l'historique sur les joueurs un peu plus âgés. Je pense à Oui, Cam Johnson qui avait surpris oui. beaucoup de monde à l'époque et qui s'est avéré une très bonne draft. Michael Bridges aussi. Michael Bridges évidemment. Oui. Même Jalen Johnson hein, qui s'est pas épanoui du côté des Suns, a montré des bonnes choses ensuite du côté d'Indiana. Donc on a plutôt confiance à ses qualités, à son Jalen œil pour Smith. ça. J'ai dit quoi? J'ai dit T'as dit Jalen Jalen Johnson. Johnson. Excusez-moi, Jalen Smith, je voulais dire. Ouais. Il y a trop de Jalen en NBA, du coup, on en perd la tête. Et justement, tu voulais nous parler un petit peu des jeunes aussi, Tom. Oui, potentiellement. Alors, la problématique, encore une fois, on l'a pas dit dans la partie précédente, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Suns, ils ont à peu près 124 millions alloués sur le backcourt. 124 millions alloués sur le backcourt. On rappelle que le salary cap est à 141 millions. Donc, et quand on prend la masse salariale globale pour l'instant allouée des Suns, bah, sur les joueurs de backcourt, ça représente seule la partie backcourt représente 60% du cap. Et ce qu'ils ont la chance entre guillemets d'avoir, c'est qu'ils ont des joueurs de plutôt ailiers, tu vois, du Nasir Little qu'on a vu et aussi potentiellement David Roddy qu'ils ont récupéré dans un trade avec Memphis, qui sont des joueurs qui ont un potentiel pour être des role players. Nasir Little, on sait qu'il y a des problématiques au niveau des blessures et aussi des problématiques offensives, pardon. David Roddy aussi, il y a pas mal de problématiques offensives malgré de la combativité et de l'énergie défensive. Mais ce sont des jeunes qui sont à un endroit qui est un peu désert, globalement, on va dire. Où c'est pas des jeunes qui sont bouchés par des contrats et des joueurs expérimentés, notamment sur le backcourt, qu'on peut l'avoir. Donc, ce sont des joueurs qui potentiellement pourraient avoir un boulevard s'ils restent en santé et s'ils progressent pour avoir des minutes l'an prochain. Donc, c'est peut-être voilà on va dire un peu d'espoir pour cette équipe-là, c'est d'avoir alors des jeunes potentiels role players qui pourraient les aider, juste apporter tu vois 10-15 minutes. Je pense que ce sont des joueurs qui peuvent progresser assez pour apporter 10-15 minutes potentiellement en rotation la saison prochaine. Oui, c'est des petits contrats en plus, donc ce qui est positif un petit peu pour les Suns. Et puis, comme tu l'as dit, ils ont de la place, ce qui pourrait leur permettre peut-être de se développer un petit peu plus aussi, et pourquoi pas d'apporter un petit peu plus s'ils arrivent à mieux se développer, à corriger quelques problèmes, notamment offensifs, hein, comme tu l'as C'est dit. ça, Ils pourraient c'est rentrer ça, dans une rotation, peut-être jouer plus que les 15 minutes qu'ils joueront au c'est tout ça. début et être intéressant. Il y a un C'est ça, c'est dernier, deux joueurs de seconde draft entre c'est guillemets. ça. Il y a un dernier point dont tu voulais parler, Tom, et là je vais te laisser parler parce que j'attends de voir un petit peu ce que tu vas nous dire là-dessus. Tu m'as noté le désespoir des autres. J'attends de savoir ce que tu caches derrière ça. Ben, c'est-à-dire le désespoir des autres, c'est quelqu'un qui pourrait potentiellement sauver peut-être le projet des Suns, c'est-à-dire que une équipe qui est D'accord. désespérée avec un général manager qui prend un coup de pression du proprio et qui arrive dans sa dernière année de contrat, ben pourrait peut-être venir du côté des Suns pour leur proposer des offres démesurées, soit pour peut-être Kevin Durant ou peut-être pour Bradley Beal ou quelque chose. Enfin, le désespoir en NBA, le désespoir en NBA, ça va très très vite. Il suffit qu'une équipe rate, par exemple, deux cibles, et finalement, bah, tu te dis, écoute, Hmm. il faut que je fasse quelque chose. Si je ne fais rien, si je ne peux pas bouger et que je n'ai plus d'options, je vais peut-être appeler les Suns pour peut-être les soulager entre guillemets d'un contrat ou pour échanger un contrat plus long, quoi. Après, l'autre chose qui pourrait les sauver, c'est
Par exemple, certaines équipes, on peut parler de Houston, par exemple, qui ont des assets, mais qui malheureusement pour eux, tous les contrats qu'ils peuvent envoyer pour faire des échanges aujourd'hui sont des contrats qui sont importants dans la structure de l'équipe. Ouais. Donc, ils pourraient tenter de récupérer certains de leurs contrats, justement en échange de joueurs. Donc, du coup, ça abaisserait un peu le payroll des Suns, mais du coup, ça leur permettrait d'avoir une espèce de trade exception humaine, par exemple avec un joueur sur un contrat plus long terme, qui peuvent ensuite échanger une fois qu'ils Ouais. auront besoin de faire partir leur projet un peu, entre guillemets, ce qu'ont fait les Knicks avec Evan Fournier, voilà, juste avoir en gros une espèce de trade exception humaine pour matcher un contrat sur de plus longues années. Ouais, c'est intéressant. Sur ce que tu as dit en premier point, j'ai l'impression que le salut un petit peu, même si je sais même pas si c'est ce qu'ils veulent vraiment, hein, si c'est ce que Ouais. veut vraiment Mathieu Bien, mais le salut passerait peut-être plus par un trade de Kevin Durant. J'ai du mal à voir comment Bradley Beal pourrait quitter les Suns cet été, en tout cas, avec son contrat, avec sa no trade clause. Peut-être que dans un an, peut-être que lui sera plus ouvert à aller un peu n'importe où, mais pour l'instant, je pense qu'il ira pas n'importe où non plus. Et alors que Kevin Durant, après, on sait qu'il se lasse assez vite hein, quand des situations sont compliquées, il aura toujours une cote sur le marché, qu'il y aura toujours des équipes intéressantes qui sont prêtes à trader pour lui. Donc peut-être que ça passera par ça. Moi, je crois, franchement, j'y Je suis pas sûr non crois plus. pas. Pour le coup, j'y crois pas trop. Pour le coup, j'y crois pas trop, sachant que, voilà, on sait que, par exemple, que Devin Booker, enfin, Kevin Durant est l'un de ses joueurs Ouais. préférés. Ils ont une relation aussi assez privilégiée. Je pense pas qu'ils vont à part que si Kevin Durant décide de partir, hein, ce serait pas la première fois qu'il qui décide qu'il n'est plus heureux à un endroit où il a réclamé être. Mmh. Donc, à part ça, je vois pas. Et même en cas de désespoir, tu vois, il y a des équipes qui pourraient tenter de faire de gros moves. Tu vois, on a parlé peut-être de potentiellement Brandon Ingram qui pourrait être Mmh. sur le départ du côté des Pelicans. Peut-être qu'il pourrait se laisser tenter par Kevin Durant ou quelque chose comme ça pour entre guillemets remplacer. Mais encore une fois, il faut. Je pense qu'il va falloir vraiment du désespoir chez notre Mmh. équipe pour faire une offre qui pourrait faire réfléchir les Suns. Ouais. Et le désespoir là, tu vois, je le vois pas. Ouais, ouais, je vois très bien. Plutôt une équipe, par exemple, vraiment désespérée, qui veut Bradley Beal, et Bradley Beal qui veut vraiment plus rester aux Suns parce que ça s'est mal passé, qu'on sait pas certaines choses. Mais c'est des choses qui sont trop improbables en vérité pour que ça arrive. C'est ça. Tu vois, par exemple, tu vois, pour le cas, alors parfois ça parle un peu de Miami. Tu vois, Miami qui enverrait potentiellement, tu vois, par exemple, Tyler Hero et Terry Rozier, du coup, simplement pour soulager un peu les finances. Mais tu vois, Miami aussi a ses propres problèmes. Tu vois, aussi ils sont C'est ça. au niveau, aussi au niveau, ils sont au niveau de la prône. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et bien, tu vois, pour les Suns, c'est quoi l'intérêt vraiment pour eux de C'est récupérer ça. Tyler Hero et Terry C'est ça. Rozier, quoi. C'est limite, tu vois, tu fais vraiment un mini pas de côté, quoi. Tu fais un Tulsi slide de Drake, tu vois. Bon, on a fait un petit peu plus long que ce qu'on avait prévu, mais c'est déjà très bien. Je pense qu'on a fait un tour très large de ce qui attend les Suns malheureusement et Oui, que c'est pas très positif. On est désolé. On passe le salut à toute la clique du FC Soleil, notamment aux collègues du Valley Hoop. Bon courage pour la suite parce que c'est pas forcément ouais, marrant, malgré la présence de nombreuses c'est stars ça. comme quoi ça fait pas tout. Road Greg et Hicham, C'est effectivement. ça. Est-ce que tu as un dernier mot, Tom, avant qu'on se quitte? Et Lucas aussi, tiens, Lucas. Oui. Bah écoute, bon courage aux fans des Suns. Bon courage aux fans des Suns pour cette intersaison qui s'annonce, on va dire, très mouvementée pour eux en tout cas. Je pense qu'il y aura, même s'il y a pas beaucoup de mouvements, je pense que ils vont essayer de faire un peu de continuité pour moi. Cette saison-là, normalement, la saison prochaine devrait être meilleure que cette saison-là, même si je pense que la saison prochaine ne se finira pas forcément mieux. C'est-à-dire que ils auront plus de temps, l'équipe sera peut-être meilleure, mais vu la concurrence qu'il y aura, il y a des chances qu'ils ne puissent pas faire beaucoup mieux que ça. Et la problématique qu'il y aura avec ces Suns-là, c'est que ils vont arriver à un moment où, encore une fois, c'est une équipe qui n'est pas épargnée par les blessures, un peu comme les Clippers l'ont dit l'an dernier, ils vont avoir besoin que leurs joueurs majeurs jouent plus. Alors Kevin Durant a beaucoup joué, mais je pense que c'est une équipe qui va, pour passer un tour désormais, devra absolument besoin d'avoir l'avantage du terrain. Hmm.
Mais pour avoir l'avantage du terrain, il va falloir que les meilleurs joueurs jouent énormément et ce qui n'est pas une certitude avec le profil entre Trois guillemets de stars. joueurs qu'on a, parce que voilà, on sait que tu vois, Jokic, il est limité entre guillemets au nombre de minutes qu'il peut te donner à l'année. Kevin Durant, il a joué énormément cette saison, mais encore une fois, il vieillit, il va être dans l'année 18. L'année prochaine, c'est l'année 18. Devin Booker qui a aussi connu des soucis de blessure, Bradley Beal beaucoup de soucis de blessure. Voilà quoi, donc c'est pas très encourageant, mais potentiellement ils peuvent s'attacher à l'espoir que la saison prochaine, normalement, avec un peu de continuité, devrait être meilleure que celle de cette année. Je crois que tu as tout dit. Malheureusement, c'est pas très très rassurant pour l'avenir des Suns, mais on essaie juste de faire le bilan que l'équipe mérite. Hein. Et comme on dit, ça nous arrive pas mal de nous tromper aussi. Donc, Oui. souhaitons-vous le meilleur et que ça marche beaucoup mieux la saison prochaine, que vous ayez un super coach, etc. Parce que c'est une équipe sympa, même si cette année, ça n'a pas été le cas. Mm. J'espère que cet épisode vous a plu et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite des post-mortem. N'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux et à bientôt. Ciao Tom. Salut!